Il existe une forme de cinéma assez austère, un cinéma au tempo lent que certains qualifient de contemplatif ou méditatif, et qui s'oppose à l'effervescence des films hollywoodiens. Ce cinéma d'art n'a pas pour prétention de divertir son spectateur, du moins au sens contemporain du terme. Cette vidéo a pour modeste ambition que de faciliter le passage vers cette forme cinématographique, et n'a pas pour prétention d'appuyer une quelconque vérité inébranlable et objective. Toutefois, si le sujet vous stimule et vous anime, je ne peux que vous inviter à vous tourner vers les recherches universitaires et les nombreux articles et ouvrages sur le sujet. Générique. Dans les aspirations que le spectateur du film nourrit à bon droit, le désir d'être amusé y règne en maître. L'écrasante majorité de la population demande simplement au film de les distraire un moment de leurs activités journalières et monotones. Pour la masse des gens, le cinéma, qui est né sous le signe d'un spectacle de foire, il est bon de le rappeler, n'a pas cessé et ne cessera jamais d'être avant tout un divertissement. Il semble important de reconnaître que même un public cultivé apprécie, à l'occasion, de se reposer des fatigues de l'esprit dans le spectacle des films faciles. Le spectateur ordinaire, lui, éprouvera face à certains films d'art une sensation étrange, une sensation dérangeante, comme s'il se trouvait face à un obstacle imprévu. Le cinéma de divertissement représentant l'essentiel de son catalogue de films, la confrontation au film d'art peut être perçue comme intimidante et dénuée d'intérêt car le film d'art n'essaie pas de nourrir l'oubli de soi. Cette exigence de ce type de spectateur, à rechercher en premier lieu dans le film le soulagement, l'oubli et la détente, n'est pas à dénigrer. Dès lors qu'un film, aussi divertissant soit-il, parvient à atteindre des formes artistiques exigeantes contenant un enseignement vital ou esthétique, il faut alors le considérer comme un film essentiel pour l'élévation du spectateur, au même titre que les films d'art que l'on retrouve dans les salles de cinéma d'art et d'essai. Pour le dire autrement, un film comme Mad Max Fury Road n'a pas, à mon sens, à rougir face à d'autres films plus exigeants comme Vitalina Varela de Pedro Costa ou Nostalgia d'Andrei Tarkovsky. Le cinéma de pur divertissement n'a jamais cessé et ne cessera jamais d'exister. Il a engendré des formes surstimulantes dont l'intérêt premier est de surcharger le logiciel sensible et perceptif du spectateur. Et c'est en opposition à ce cinéma-là qu'est né un contre-cinéma, le slow cinéma, qu'on pourrait traduire par cinéma de la lenteur en français. Les films lents sont souvent caractérisés par des plans longs et fixes, une narration non linéaire et une attention particulière portée à l'atmosphère. Ce style cherche à immerger le spectateur dans une expérience où le temps semble s'étirer. En résumé, le slow cinéma est une approche cinématographique qui invite à la patience et à la réflexion. Tout ça n'est pas affaire de règles strictes. La sensibilité de chaque réalisateur rentre en jeu et apporte des variations aux caractéristiques du slow cinéma. Cependant, l'idée d'une forme austère en opposition à la monoforme dominante demeure encore et toujours. Par exemple, la réalisatrice Chantal Akerman y préférera les plans fixes centrés sur le quotidien d'une femme au foyer, dans Jeanne Dillman 23 quai du Commerce 1080 Bruxelles, tandis que le réalisateur russe, Alexandre Sokourov, y préférera une caméra portée, naviguant entre les salles du musée de l'Ermitage de Saint-Pétersbourg, le tout filmé en un immense plan séquence. Pour essayer de comprendre la raison d'apparition de ces films-là, le philosophe Gilles Deleuze a proposé un point charnière de l'histoire du cinéma, une crise de l'image, qu'il nomme la crise de l'image-action dans son ouvrage Cinéma 1, l'image-mouvement. L'objet de cette vidéo n'est pas de faire un cours de philosophie, ni un cours sur l'histoire du cinéma et de ses formes, je vais essayer d'être à la fois le plus concis et le plus compréhensible possible. La crise de l'image-action arrive à la fin d'une période de l'histoire du cinéma. Une période débutant au XXe siècle jusqu'à l'après-guerre, période qui constitue l'image-mouvement, et précède une seconde période, de l'après-guerre jusqu'aux années 70, qui constitue la base de la matière de l'image-temps. La période de l'image-mouvement représente la période classique et réaliste du cinéma. L'un des principes fondateurs de l'image-mouvement est que le temps n'apparaît pas pour lui-même dans les images, c'est-à-dire que l'action qu'effectue un personnage permet de ressentir la durée du temps qui s'écoule. Le temps se transforme en action, alors que l'image-temps, qui apparaît avec la période moderne, va supprimer l'action pour ne garder que la sensation du temps qui s'écoule. Or, il existe des films d'image-mouvement dans l'image-temps et vice-versa, au point de vue chronologique en tout cas. Pour le dire autrement, l'histoire chronologique de l'art cinématographique et l'histoire des formes sont à dissocier dans la pensée deleuzienne. Je vais m'arrêter là concernant ce point, pour ne pas vous perdre et me perdre à mon tour au passage. Pour conclure sur la crise de l'image-action, c'est un point charnière qui a fait basculer une époque à une autre. Le cinéma de l'image-mouvement qui se concentre sur l'action, vers le cinéma de l'image-temps qui se concentre sur la sensation du temps qui passe. Le temps devient alors une matière cinématographique. Le spectateur devant l'image-mouvement s'oublie, tandis que le spectateur devant l'image-temps est censé se rappeler à sa condition par l'expérience de l'ennui, pour le dire vulgairement. Je vous invite à lire les deux ouvrages de Gilles Deleuze sur le sujet, Cinéma 1, l'image-mouvement,
et Cinéma 2, l'image temps, si vous vous en sentez capable évidemment. Gardez en tête que ce ne sont pas des lectures faciles, il faudra probablement y revenir quelques mois ou années plus tard. Comprendre Deleuze, c'est un peu le travail de toute une vie. Mais pour comprendre le slow cinéma, il faut alors se questionner sur la capacité des images en mouvement à faire ressentir l'écoulement du temps sur le spectateur. De quels outils usent les réalisateurs du slow cinéma pour arriver à toucher cette sensation ? Cette branche du cinéma d'art est caractérisée par une narration minimale. Le fil narratif passe au second plan dans ce type de réalisation. L'action y est restreinte, les mouvements de caméra y sont souvent limités, et la durée des plans s'allonge sur des durées particulièrement longues. 3 plans agencés formant une séquence peuvent facilement atteindre les 15 minutes chez un cinéaste comme Béla Tarr par exemple. L'absence d'intrigue, le mutisme, la lenteur et l'étrangeté font partie intégrante de son cinéma. Ouais, ça peut faire peur quand on est habitué uniquement au blockbuster. Béla Tarr est aujourd'hui l'un des totems du slow cinéma contemporain. Un cinéaste comme Robert Bresson, pourtant précurseur de cette forme cinématographique, peut paraître quasi divertissant à côté. Si Bresson tentait de dénarrativiser les images, Béla Tarr est allé encore plus loin. Seul le temps subsiste dans ses films. En lui-même, le cinéma était narratif. Les films de slow cinéma inversent cette relation. Le temps y devient l'histoire. Et en prenant un peu de hauteur, on remarque que les techniques du slow cinéma ont une finalité pratique. Elles cherchent toutes à ralentir le temps. Le plan séquence en est l'élément incontournable. Attention cependant, un film usant du plan séquence n'est pas intrinsèquement un film slow. Le plan séquence est ici bien différent de celui qu'on voit dans des productions comme 1917 de Sam Mendes, où le plan séquence sert notamment à valoriser l'action et l'immersion. L'idée des plans séquences ou des plans longs chez une cinéaste comme Kelly Reichardt est de créer une dissonance entre le temps et la narration, nullement d'amuser ou d'impressionner le spectateur donc. Le grand angle est aussi privilégié dans le slow cinéma. Le cadre doit éviter de polariser le regard du spectateur. Il doit être libre de poser ses yeux où il le souhaite. Le plan fixe est aussi un quasi incontournable du slow cinéma. Selon le réalisateur Nathaniel Dorsky, le plan fixe permet parfois, lorsqu'on est parfaitement statique, de percevoir ce qui est caché. Il pense que le plan fixe fait voir jusqu'où on peut aller dans cette direction. Le réalisateur thaïlandais Apichatpong Weerasethakul use sans cesse du grand angle et des plans fixes pour amener le spectateur vers une forme de méditation, ce qui est une sorte d'esthétique de l'épure qui permet au spectateur d'accéder à de nouvelles sensations ou de nouveaux états de conscience. Dans le slow cinéma, les images sont préférées au dialogue. Les faux raccords temporels ne sont pas importants. Le quotidien doit être montré dans sa profonde répétition. La musique se fait rare, les sons sont intensifiés, et l'image tend souvent vers la platitude, c'est-à-dire qu'elle tente d'évacuer tout aspect qui risque de stimuler le spectateur. Le réalisateur de ce type de film sait ce que vous désirez, mais il vous offre le strict contraire. Le slow cinéma ne cherche pas à satisfaire un maximum de spectateurs, au contraire, il veut faire le tri entre ceux capables de contempler et les autres. Et c'est là que l'ennui devient le moteur esthétique. Refuser encore et toujours les attentes du spectateur. Au moment où vous attendez une récompense, comme un effet visuel ou sonore, le réalisateur le sait et anticipe vos attentes pour mieux les contourner. Selon le scénariste de Taxi Driver et le réalisateur de First Reform, Paul Schrader, Andrei Tarkovsky est un point pivot vers le slow cinéma. Il est une synthèse de tout ce qui a pu être dit depuis le début de cette vidéo. C'est un nom important du cinéma soviétique et du cinéma mondial. Il a réalisé des films comme Stalker ou Solaris pour ne citer que les plus connus. Je vous recommande chaudement son livre Le temps scellé. Dans cet ouvrage, vous y trouverez des pensées sur son rapport à concevoir des images, autant en tant que spécificité de l'art cinématographique, et matière à penser concernant le slow cinéma par moment, sans qu'il soit distinctement cité. Il existe une multitude de réalisateurs appartenant à la branche du slow cinéma. Certains d'entre eux tentent des incursions de ce type de cinéma dans les productions hollywoodiennes, comme Nicolas Winding Refn avec Drive ou Denis Villeneuve avec Blade Runner 2049. Le but de cette vidéo n'est pas de faire une liste exhaustive des films et des réalisateurs du slow cinéma, mais vous aurez eu tout de même une large proposition au fil des extraits. Sachez que le slow cinéma ne s'adresse pas à tout le monde, et qu'il n'y a pas de honte à ne pas y être réceptif. Vous y reviendrez peut-être plus tard dans votre vie, vous n'étiez peut-être pas dans de bonnes dispositions au bon moment. Un film est une rencontre. Toutes les rencontres n'agrandissent pas notre regard sur le monde. Question de sensibilité, j'imagine. Mais la radicalité, si elle exclut une grande partie des spectateurs, rend une expérience plus audacieuse, plus originale, mais surtout plus marquante si on a la chance d'y être réceptif. Si vous appréciez ce genre de contenu, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo et la chaîne, et surtout à poster un commentaire. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont en description. Merci de votre attention, et à la prochaine. Dorénavant, je suis dans la soul life. Au prix, la chair humaine, prendre son temps n'a rien de trop naïf. Tellement d'enfoirés foncent droit vers le mur, qu'il va falloir en construire un autre moins dur, afin de ne pas comparer son malheur au suivant.
capacité d'être heureux.